Bonjour à tous, l'art d'être entrepreneur aujourd'hui c'est avec Jean-Claude de Puerto, le PDG de UCAR. On va revenir un petit peu sur votre parcours d'entrepreneur Jean-Claude et d'ailleurs c'est quelque chose que vous avez commencé très tôt, juste après votre école de commerce. Vous avez alors 23 ans et vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale. Mais c'est un petit peu tôt puisque vous jugez qu'il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, j'ai très envie d'être entrepreneur très tôt, à la sortie de l'école. Mais au bout de 2 ou 3 ans, ça marchait très bien. Je gagnais très bien ma vie, mais j'avais l'impression d'être un peu comme une éponge pressée. Je crois qu'à cet âge-là, il faut aussi chercher à apprendre des autres, pas seulement de soi-même ou des situations. Et donc j'ai cherché du boulot et j'en ai trouvé. J'ai été contrôleur de gestion, puis directeur financier dans une filiale de Béguincé. Et donc justement, quand vous étiez dans ce groupe, vous partez faire un MBA aux États-Unis et je crois que c'est là-bas vraiment que vous dites non, vraiment ce que je veux faire, c'est être mon propre patron. Oui, je crois que c'est normal. Je sors, j'ai mon MBA en poche à 30 ans, je rentre des États-Unis, qui est un pays quand même formidablement enthousiasmant, et donc j'ai une conviction, c'est que je vais bosser pour moi, je vais être mon propre patron, je vais être créateur. Aux États-Unis, l'entrepreneur est un héros. Et quand on est dans l'université américaine, on a envie d'être un héros à l'américaine. Et je crois que quand vous êtes revenu, ce qui a aussi été décisif, c'est une rencontre justement avec quelqu'un qui partageait un petit peu les mêmes envies. Oui, je cherchais un projet et j'ai trouvé un projet avec une société de capital risque qui avait investi dans une start-up quelques mois avant avec le créateur de ADA qui effectivement était lui aussi un véritable entrepreneur. Donc on s'est associés dans ce projet, on a construit ADA ensemble. Donc vous êtes resté 10 ans dans cette société. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a appris finalement en tant qu'entrepreneur? Ouais, ça m'a appris, ça m'a beaucoup appris, ça m'a appris à faire le métier d'entrepreneur avec probablement une véritable mutation de la personnalité. Je pense que je n'avais pas les qualités. Je pense que si vous ne mutez pas, vous n'êtes pas un patron, un créateur, un entrepreneur qui gagne. Il faut développer les qualités et la dureté des situations pour l'entrepreneur fait que vous êtes obligé de muter, obligé de développer les qualités. Alors quelles sont-elles justement ces qualités? C'est un formidable courage, un formidable pragmatisme. Une abnégation pour son projet, j'imagine? Une immense ténacité et beaucoup d'abnégation. C'est un bébé et il faut renoncer à beaucoup de choses pour faire grandir ce bébé-là, oui. Alors en 1994, G7 entre au capital du groupe. L'entreprise est ensuite introduite en bourse et ça va un petit peu signer la fin finalement de votre aventure chez ADA. Comment ça s'est passé votre départ? Non, G7 est rentré un peu plus tôt, ils sont rentrés en 92. ADA, on l'a introduit en bourse en 94 et en 97, j'en étais toujours le président et on avait une formidable capitalisation boursière. Je crois que j'avais ma légitimité de créateur, d'entrepreneur, c'était mon bébé, je savais ce que je voulais en faire et G7 devenu actionnaire majoritaire avait probablement sa propre idée et lorsqu'il y a confrontation entre la stratégie d'un créateur et la stratégie de l'actionnaire majoritaire, il y en a forcément un qui gagne et enfin en tous les cas qui sur le moment a raison et c'est l'actionnaire majoritaire qui a eu raison. Donc vous êtes parti, vous avez pris 2 ans pour prendre du recul, voyager, voir d'autres choses avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Est-ce que ce temps, justement, c'est nécessaire pour un entrepreneur avant d'enchaîner les projets? On ne peut pas enchaîner, démultiplier les projets. Il faut faire les bons choix. Moi, j'avais 40 ans en ce moment-là, et prendre 2 ans, c'était absolument nécessaire. Il y a un bon réglage du temps à trouver. Il faut prendre suffisamment de recul, et je crois que 2 ans, c'est un bon... C'est un bon tempo parce que mon but n'était pas de refaire ADA. Je l'avais fait, on avait gagné. Mon but, c'était de faire autre chose et d'avoir un vrai grand beau projet. Et j'avais besoin de ce recul-là pour construire ce projet. Et par ailleurs, dans l'autre sens, il ne faut pas perdre trop de temps parce qu'au bout d'un moment, vous perdez le savoir-faire, vous êtes déconnecté, on vous oublie et vos réseaux disparaissent ou s'étiolent. Donc 2 ans, c'est pas mal. Alors en 1999, donc vous faites un projet différent de ADA, mais néanmoins quand même dans l'automobile, vous lancez UCAR. Pourquoi toujours dans ce secteur? Pour une raison simple, j'avais les savoir-faire, j'avais les réseaux. Et j'avais une estimation extrêmement intime, extrêmement profonde, que l'avenir était au service dans l'automobile, que les 30 années, 40 années qui allaient venir, ça allait être les années du service. Et qu'à l'intérieur du service à l'automobiliste, la location allait jouer un rôle important. J'y crois toujours d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 collaborateurs, 250 implantations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette belle société?
Oh, c'est une entreprise qui est partie de zéro, qui aujourd'hui effectivement a ses caractéristiques. Nous sommes cotés en bourse depuis maintenant 1 an et on a beaucoup de projets toujours dans le sens d'offrir une alternative à la propriété. Et je crois que si ces idées étaient un peu iconoclastes, voilà 10 ans, quand je militais pour qu'on renonce à la propriété automobile il y a 10 ans, on s'est dit, ce mec est barge. Heureusement, j'avais un peu réussi par ailleurs, donc on m'écoutait poliment. Aujourd'hui, regardez les publicités de Renault, on ne dit plus combien valent les voitures. On dit, voilà combien elles coûtent chaque mois, voilà la mensualité. Et quand un grand constructeur en est là, ça veut dire que le marché est en train de basculer. On est en train de passer de la propriété à l'usage. Et ça va complètement changer le monde de l'automobile et c'est très bien. Pour nous, UCAR, la tôle, c'est quasiment de la matière première. Ce qui est important, c'est le service. Demain, vous ne vous définirez plus par rapport à la voiture que vous possédez. Vous vous définirez par rapport au club automobile auquel vous appartenez. Et c'est bien parce que ça permet de créer des emplois totalement non délocalisables. Donc pour revenir à l'histoire de UCAR, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, le 6 juillet 2011, vous avez été introduit en bourse, donc c'était la 2e fois pour vous, mais j'imagine que c'est quand même toujours une émotion particulière pour un entrepreneur. Oui, c'était une émotion très, très intense la première fois. Oui. La deuxième un petit peu moins. La deuxième un peu moins. C'est un moment important, mais l'émotion était un peu moins intense. En plus, on est passé juste avant que le marché se casse complètement la figure. Mais je trouve que c'est un exercice passionnant pour l'entrepreneur. Moi, je conseillerais à tous les entrepreneurs qui peuvent aller en bourse d'y aller, à condition évidemment d'avoir un projet, d'avoir un beau projet de développement. On va parler un petit peu de management maintenant, puisqu'entreprendre forcément c'est souvent synonyme de gestion d'équipe. Et on peut dire franchement pour le moins que vous êtes un patron empathique, puisque au mois de juin dernier, vous avez participé à l'émission de M6 Patron Incognito, dans laquelle vous étiez mis dans la peau d'un de vos salariés. Comment s'est passée cette expérience et comment vous avez dit oui? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous aviez peur avant de vous lancer là-dedans? Oh, j'avais peur parce qu'il faudrait être fou pour ne pas avoir peur. On va s'exposer personnellement, on va exposer son entreprise, son bébé, et c'est vraiment, il faut avoir une grande confiance dans l'entreprise pour le faire. Mais ça a été une expérience pour moi extraordinaire. Je ne l'échange pas contre voyage sur la Lune. C'est formidable de se mettre dans un rôle qui est pas le sien habituellement. C'était aussi formidable pour moi parce que je suis allé trouver une vérité à laquelle on n'est jamais confronté, à laquelle on n'a jamais accès. Moi, quand j'ai créé UCAR, je voulais construire une entreprise humaine et performante, une entreprise dans laquelle les hommes aient des marges de manœuvre. Mais ça marche ou ça ne marche pas. Hein, si lorsqu'on laisse des marges de manœuvre aux gens, ils les utilisent mal vis-à-vis du consommateur, entre eux, ça peut être une grosse catastrophe. Et 10 ans après, j'ai eu l'opportunité d'aller voir moi-même avec mes yeux si ça marchait ou pas. Et j'ai trouvé des gens formidables. Donc, quand on a la possibilité... Ça vous a conforté dans... Ça m'a complètement conforté dans mon modèle. Et je crois que l'entreprise moderne, c'est plus une entreprise productiviste, c'est plus l'entreprise du tout process. C'est évidemment pas l'entreprise de papa paternaliste sans process, ça c'est fini, il nous faut de la productivité. Mais l'entreprise moderne, l'entreprise des 10 ans, 20 ans qui viennent, c'est une entreprise humaine. Et à l'inverse, est-ce que vous pensez que ça a changé le regard de vos employés sur vous ? Je crois qu'il y a toujours une distance avec le patron et je pense que c'est une mauvaise distance. Et je crois que ça l'a raccourci. Je crois que les gens se sont dit ce type-là respecte notre travail. Quand vous allez nettoyer les chiottes, il n'y a pas de débat. Vous envoyez un signe de respect quand même. Et je crois que la plupart des patrons, en tous les cas des patrons de PME, sont comme ça. Sauf qu'on n'a jamais l'opportunité de le montrer. Et quand on a l'opportunité de le faire voir, eh bien effectivement, on touche probablement les gens qui travaillent pour l'entreprise. Et pas que. Oui. J'ai reçu beaucoup de courriers de gens qui ont été... Oui, j'imagine, parce que c'était quand même une démarche assez courageuse finalement. Il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes à votre place qui auraient osé le faire.
Oui, mais c'était, franchement, ça aurait été stupide de ne pas le faire. C'était tellement passionnant que voilà, le courage passe un peu au second plan. Alors une dernière question, si vous aviez un conseil ou plusieurs à donner à un entrepreneur qui voudrait se lancer, quels seraient ces conseils? Moi, je crois qu'il ne faut pas commencer trop tard. Je crois qu'il ne faut pas commencer trop tard parce que c'est une discipline tellement exigeante que si on a trop de contraintes, des contraintes familiales, dès qu'on a des enfants, tard ça coûte cher. Dès qu'on a des contraintes, on rend plus difficile son accès à l'entrepreneuriat. Alors évidemment, on a un peu plus d'expérience, mais on a un peu plus de contraintes. Et donc pour moi, l'entrepreneuriat, ça se décline... Il faut être libre d'une certaine façon. Voilà, il faut être libre. Il faut être libre et ça se décline idéalement jeune. Je vous remercie infiniment Jean-Claude Puerto d'avoir répondu à toutes mes questions. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de L'Art d'être entrepreneur.